Salut l'équipe, nos vidéos preview de la saison 2020-2021 continuent et aujourd'hui on va s'intéresser à la course au playoff dans la conférence Ouest. On va pas vous mentir, c'était très difficile de choisir ces 8 équipes, les 10 équipes même, puisqu'il y a aussi le play-in, vous savez, comme lors de la bulle, il y a le 9e et le 10e qui pourront tenter d'aller décrocher un spot en playoff, même s'il n'y avait que le 9e dans la bulle. Et pour en parler, Erwan est à ma droite. Ça va Erwan? Bah écoute, j'ai très mal à la tête parce que effectivement cette année plus que les autres, j'ai eu l'impression que ça a été très compliqué de sortir non pas les 8 mais les 10. Tout à fait. Si vous étiez avec nous jeudi soir, Thomas Larocchi était avec nous. Ça va Thomas, t'es toujours là? T'as dormi ici en plus, ça tombe bien? Moi j'ai dormi sur le canapé derrière, donc je suis en pleine forme. Par contre, il y a accès aux douches, de la prochaine fois on va te le dire parce que c'est un peu relou de pensez combattre. Merveilleux. Je vais pas sentir, mais Merveilleux. Vous décidez avec nous quelles seront les 8 équipes qualifiées pour ces playoffs NBA. Nous, en gros, pour vous expliquer, on a choisi 6 équipes qu'on voit presque qualifiées sûres pour ces playoffs, même si c'est très difficile. Et ensuite, on vous a concocté un petit classement de 7 à 10, même 7 à 11, pour voir justement quelles étaient les équipes en ballottage, favorables ou défavorables en fonction de l'année dernière. On fera des petits focus sur quelques-unes de ces équipes. Je vais commencer avec toi, Erwan. Et j'ai envie que tu m'expliques qui est-ce que tu vois écoute, en playoff l'année prochaine, enfin cette saison plutôt. Alors moi je vois une conférence Ouest dominée par les deux équipes de Los Angeles, donc les Clippers et les Lakers. Jusqu'à là, pas de réelle surprise. On est d'accord. Hein. Bon, je pense même que les Clippers pourraient finir premiers. Okay. Sur l'esprit un petit peu revanchard. Voilà, c'est marqué là. Ensuite, je vois Denver troisième parce que c'est une équipe très sérieuse qui, comme depuis 2 ans quand même, est derrière les deux équipes de Los Angeles, une vraie force à l'Ouest. On l'a vu la saison dernière, notamment avec une finale de conf. Je vois les Blazers, j'en ai parlé dans la dernière émission radio. Je les sens très bien. Je vois un Lillard plus fort que jamais. Et surtout, ils sont renforcés avec des soldats qui leur manquaient, notamment défensivement. Nurkic va revenir à 100%. C'est une équipe qui connaît le chemin, qui a surtout fait 3e en 2018 et en 2019. Je le sens comme ça. Le Jazz, équipe solide, mais qui pour moi un petit peu moins talentueuse que Denver et Portland, mais le Jazz toujours solide autour de la défense de Rudy Gobert et le nouveau contrat de Donovan Mitchell et le retour de Bogdanovic. Donc ça, pour moi, voilà, c'est quasiment de l'assurer. Et je vois les Warriors en 6. Ça, c'est un petit peu ma petite cote à moi. Peut-être c'est un petit peu le cœur qui parle, parce que les Warriors, on peut les voir ou qualifiés d'office, ou pourquoi carrément être en play-in. Donc, je sais pas, c'est un petit peu compliqué pour les Warriors. On a parlé pendant l'antenne libre, on a parlé en long et en large des Warriors. D'ailleurs, là, on va vous mettre le replay de cette vidéo ce week-end. Aujourd'hui, on va éviter de parler des Warriors en profondeur, parce qu'on en a beaucoup parlé tous les trois ensemble hier soir. Donc, on se garde cette petite équipe. Alors, je regarde encore une fois ton 7, 8... 9 et 10 et 11, et on va commencer par les Pelicans. On va aller en profondeur, puisque tu ne les vois pas, les Pelicans, même pas en play-in. Non, je ne les vois pas en play-in, même si je pense que, alors on espère que Zion sera en bonne santé. Je crois surtout, moi en fait, j'ai été très surpris, et ça a énormément joué dans mon choix au moment de faire ce classement-là, dans le choix du coach. Je ne crois pas du tout en Stan Van Gundy, qui est un coach, on l'a vu par le passé, qui ne protège pas du tout ses joueurs. On se souvient de la fin d'Orlando, on se souvient de ces 2 dernières saisons avec Détroit. Je comprends pas trop ce projet-là avec des jeunes. J'ai pas l'impression que le message va passer. Alors je le condamne un petit peu tôt, mais quand je vois la concurrence de la conférence Ouest, je pense qu'il y a plus fort aujourd'hui que les Pelicans entre jeunesse et un coach avec qui, pour moi, sur lequel j'ai beaucoup d'incertitudes. Il y a tellement de concurrence pour le play-in que je mets les Pelicans hors de ce top 10. Alors restons sur les Pelicans. Regardons le tableau des arrivées et des départs de cette intersaison, j'allais dire de cet été par habitude. Kyle Lewis Jr. a donc été drafté. Eric Bledsoe arrive pour être avec Lonzo Ball les leaders à la main de cette équipe. Steven Adams, le Golgoth, est arrivé. William Gomez aussi. Ils ont donc perdu Jrue Holiday, Derrick Favors, Darius Miller, Jahlil Okafor et Etuan Moore. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison? Est-elle plutôt réussie? moi je trouve que c'est pas mal. Bon, après ils perdent Holiday, ça va leur faire mal. Parce que c'était quand même, moi c'est un joueur que j'adore, complet, qui bouche un peu tous les trous, comme l'a dit Erwan. Et j'aime bien l'arrivée de Steven Adams, qui va apporter vraiment une stabilité sur le poste 5, qui va faire le sale boulot. Bledsoe, ça commence à être un vétéran qui va apporter. C'est pas un vrai meneur, un peu 1-2. Je pense qu'ils vont laisser la main à Lonzo Ball. Et sinon,
Quand tu perds Drew Holiday avec, comme tu l'as dit, qui bouge tous les trous, qui est quand même un vétéran de très haut niveau, et c'est d'ailleurs si les Bucks ne sont pas trompés en allant le chercher comme une pièce manquante éventuellement pour aller chercher un titre, tu le remplaces par Eric Bledsoe qui lui remplit beaucoup moins de cases. Donc moi, j'ai même pas l'impression que les Pelicans sont meilleurs que la saison dernière. Il y a les jeunes qui vont vouloir aussi, qui vont avoir plus de responsabilités. On va voir sur une saison complète Zion déjà. C'est une énorme différence. Voilà, déjà. Brandon Ingram qui vient de sortir de sa meilleure saison en carrière, qui peut encore progresser. Il y a du talent un peu partout. Moi, je pense qu'ils vont avoir à cœur de faire une grosse saison. Et moi, je les ai mis un peu plus haut. Et tu les as mis un peu plus haut, on va en parler, mais on reste encore sur le roster, on le découvre ensemble. Il y a pas mal d'interrogations, évidemment. Alors, Steven Adams va arriver pour solidifier un poste qui était occupé par Derek Favors l'année dernière et Jackson Hyde qui avait fait quelques bonnes choses, le rookie athlétique des Pelicans. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des trucs qui sont intéressants quand même si la question principale, ça va être Stan Van Gundy et comment va-t-il associer, j'ai envie de te dire, dans ce 5 majeur, les deux meneurs de jeu, puisqu'on peut imaginer Lonzo Ball et Eric Bledsoe débuter. On peut aussi imaginer que JJ Redick ou Josh Hart soit dans le 5 majeur à la place de Lonzo ou d'Eric Bledsoe. Toi, tu ferais quoi, Erwan? En tout cas, moi, je mettrais Josh Hart ou je mettrais JJ Redick dans le 5, ne serait-ce pour mettre un petit peu d'adresse. Alors, Brandon Ingram est le plus adroit des trois, mais on sait que c'est un all-round plus qu'un shooter exclusif. Ball, on va pas revenir dessus. Zion, c'est quand même pièce en l'air pour shooter à 3 points. Il leur manque clairement un mec pour mettre dedans en début de match. Ça manque de spacing. Ça manque énormément de spacing, donc c'est ce que tu dis. Josh Hart et JJ Redick peuvent amener cette menace extérieure. Il en faut un des deux qui start, et de préférence, j'emmènerais JJ Redick. Tu ferais quoi, toi, Thomas? Ouais, après, quand tu as Redick en sortie de banc, c'est toujours. Ça t'amène aussi une option en plus. Après, c'est vrai que là, vu comme ça, niveau spacing, ça manque vraiment de Je crois pas du tout en Bledsoe Ball associé. Il y a zéro shooter pur, même si Ingram peut mettre des 3 points, c'est pas. À moins que Lonzo Ball soit vraiment entraîné tout l'été. Oh, mais même non. Mais je vois pas comment. C'est vrai que là, il y a que Redick comme shooter, ça va être compliqué. Bledsoe, ça va fort au cercle. Zion, j'en parle pas. Lonzo Ball, bon, il met pas dedans. Mais Lonzo Ball, l'année dernière, il a 37% à 3 points. Ce qui est honnête. Pour combien de prix? Pour 6 tentatives, donc c'est très honnête. Qui ça? Lonzo Ball. Bon, en fait, le truc, c'est que, évidemment, pendant que je suis comme sur un paquet de chips magnifiés par l'écran derrière, évidemment, la question du spacing se pose. Toi, tu dis que tu n'y crois pas à l'association Lonzo Ball. Alors, je sais pas si tu n'y crois pas dans le jeu ou est-ce que tu penses qu'ils vont pas du tout faire ça? Je pense qu'ils vont pas faire ça. Ils ont pas été honnêtement, si je vois pas comment ils peuvent faire ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers ça parce que de toute manière, tu l'as dit, Eric Bledsoe est capable de jouer deux. Et si tu mets Lonzo Ball sur le banc, pour moi, tu le perds complètement. Donc aujourd'hui, tu es quand même un peu le cul entre deux chaises parce que tu as récupéré Eric Bledsoe qui était un meneur de jeu de très haut niveau. En tout cas, l'année dernière, avec les Bucks, il jouait la gagne. Moi, j'ai du mal à choisir l'un des deux. Donc je pense qu'ils seraient capables de commencer avec les deux, ce qui leur permettrait quand même, malgré le manque de spacing et d'adresse extérieure, avoir quand même des mecs hyper agressifs, des mecs physiquement au top. Donc tu peux aussi jouer plutôt que de jouer sur le spacing, de jouer sur de la pénétration, de jouer sur de la vitesse et de proposer de la course. Ouais, je veux bien, mais sur le banc, qui va mettre en place les choses un petit peu? Après, quand tu as deux meneurs de jeu, tu sais, ta première rotation, c'est un poste 2. Ouais. Mais après, ton deuxième arrière, avec Bledsoe ou Lonzo Ball, devient le meneur de la seconde unité. Écoute, j'entends ton argument de vendeur d'aspirateur. Je ne suis pas convaincu, en tout cas. Moi, aujourd'hui, le mot d'ordre en NBA, quand même, c'est spacing. Et déjà, Zion Williamson, Steven Adams, c'est quand même, ça risque déjà de se marcher dessus, même si on sait que Steven Adams, c'est pas un mec qui tire la couverture, qui fait le sale boulot, mais c'est quand même un mec proche du cercle, qui s'écarte pas du tout. Et Zion, on sait qu'il a besoin aussi d'être en post-up pas mal, parce que c'est une de ses forces principales. Déjà, rien que ça, alors on sait que Steven Adams est plutôt intelligent dans le jeu sans ballon, mais ça va être jouer des lignes de fond quand Zion va jouer l'axe, et jouer l'axe quand Zion va jouer la ligne de fond. Mais là-dessus, on est quand même, Tom, on n'est pas quand même sur un grand spacing comme on peut voir avec des Draymond Green qui écartent le jeu ou d'autres. Ah, c'est sûr qu'ils vont prendre la place, les deux dans la raquette, là, parce que ces deux sont sacrément costauds. Après, moi, j'attends une grande saison de Lonzo Ball. Honnêtement, je pense que s'il y a une saison qui doit être la sienne, c'est celle-là. Il a commencé à montrer des choses. Moi, j'aime bien. C'est un joueur qui défend fort, il met du rythme. Après, il faut qu'il soit plus agressif. Après, ça va dépendre aussi de son adresse à 3 points. Mais c'est de mieux en mieux, comme l'a dit Tom. Il progresse d'année en année. Et puis son pick and roll,
Sur Ça va pick être and roll, la il clé. aura du matos avec Après, une fois Zion, une fois. Van Adams. Le problème de Adams. toute façon du pick and roll, c'est le spacing. Là, pour le coup, il y a un vrai problème. C'est des choses qui vont être intéressantes à voir. Stan Van Gundy doit apporter aussi ce qu'il a tenté de faire à Détroit autour de Drummond, donc avec du spacing, qu'il a réussi à faire avec Orlando et Dwight Howard. Et donc là, maintenant, il faut qu'il réussisse dans un autre système un peu chelou pour Zion Williamson. Il est où le Jameer Nelson? Il est où le Turkoglu? Il est où le Rashad Lewis? Je suis désolé, je les vois pas. Il y a Nicolo Melli qui est là. Nicolo Melli, oui, qu'on aime beaucoup. Hein. Oui, mais pour le coup, qui lui est très complémentaire de Zion à l'intérieur. Il est très complémentaire. Ça va être intéressant. Un petit mot sur la saison de Zion. Il a l'air d'être à 100%. Enfin, il est à 100%. Il n'y a pas de restriction de minutes pendant ce training camp. On l'a senti aussi un peu affiné. On a vu des photos par rapport à l'année dernière et on le voit juste derrière toi en train de crier sa rage de vaincre. Zion Williamson au top, sans blessure cette année. Il va faire ça, une grosse saison. Après, il va faire des stats, il va prendre des rebonds, ça, j'en ai aucun doute. Après, moi, j'ai toujours un problème avec lui, c'est quel est son profil? On attend quoi de lui à part moi, de c'est démonter Giannis, hein. les gens C'est Yanis. Ça doit être la seule. C'est ce type de joueur là, quoi. Ouais, il faut qu'il progresse au niveau de ses passes aussi, parce qu'il peut créer beaucoup de jeux, puisqu'il va attirer les défenses. Il est fort balle en main. C'est un bon passeur. Ouais, il est fort balle en main. Pour moi, son shoot n'est pas dégueulasse. Et je pense qu'il va progresser au fil des ans. Il va pouvoir mettre dedans, mais c'est vrai qu'après, il a pas de limite pour moi. S'il arrive Je te rejoins sur le profil, mais c'est justement cette saison va servir peut-être aussi à affiner son profil, à savoir Yanis. Au début, il a ses 2-3 premières saisons, Ouais, on sûr, était loin du profil qu'on a aujourd'hui. On sait qu'on connaît ses forces, on sait où on doit appuyer. On sait que Zion peut faire plein de choses sur un terrain. Son tir va progresser de saison en saison. Il peut dribbler. Je le trouve très fort sur les 2-3 premiers dribbles. Il est capable de faire des écarts. Thomas l'a dit, bon passeur. Ben, cette année, ça va être aussi ça, et important pour Stan Van Gundy, d'orienter le profil clair de Zion Williamson pour jouer clairement sur ses forces. S'il arrive à trouver ça avec un peu plus de spacing que ce qu'on a vu sur le 5 là, pour moi, où je ne suis pas emballé, bah peut-être que les Pelicans pourraient faire une surprise. Mais tout ce qu'on dit, ça prend du temps. Et je pense qu'il faudra au moins une saison pour les Pelicans pour se trouver comme ça. Alors toi, tu dis ça, mais Thomas, toi, on va regarder justement ton classement de la conférence Ouest. Allons-y, Tu vois les allons-y. Pelicans en playoff. Ouais, je les vois. Petite surprise. Équipe jeune qui va avoir faim. Van Gundy aussi, petite revanche à prendre. Moi, je les vois bien. Après, il leur manquera. Tu les mets si haut comme ça? Je les ai mis C'est ta combien belle déjà? surprise. Tu les mets dans le top 6, Ouais, je crois que je les avais devant mis- Portland, devant Phoenix, devant les Warriors, devant Minnesota. Je les avais mis 6e. Voilà, c'est un, Oui, petit ils sont sixième. c'est un petit pari que je prends. Après, chaque année, il y a des surprises. Donc, Ouais, c'est pour ça que je vois un peu la surprise. Je me dis pourquoi pas. Après, même si je mets Portland, qui est une équipe stable maintenant depuis des années, qui fait tout le temps, toujours les playoffs, mais moi, j'y crois aux Pelicans. Et puis c'est une équipe qui joue grand. Et on a vu que les Lakers, que l'année dernière, sont champions en jouant grand. Quand tu fais Ingram, Zion, Adams, tu mets... Alors, en spacing, c'est peut-être un peu compliqué, mais tu mets une énorme intensité. Tu vas au rebond offensif, tu vas avoir beaucoup de deuxième chance. Ça peut être aussi un style où il faut appuyer. C'est un style, et on verra aussi la saison de Brandon Ingram, parce que l'année dernière, il fait une fantastique saison, mais Zion Williamson n'a joué que 24 matchs Ouais. en comptant ceux de la bulle. Donc il y a aussi un ajustement. Lorsque tu es une première option, que tu as tous les ballons, quand il y a un gars ça. aussi puissant que Zion Williamson, il y a des adaptations à voir. On reste sur ton classement, et ton 7e m'intéresse fortement. Ce sont les Portland Trail Blazers. On les a tous mis en playoff. Ils ont réalisé l'une des meilleures intersaisons. On va justement parler de l'intersaison. Voici les arrivées et les départs côté Portland, et on est plutôt conquis. Mon cher Thomas. Thomas. Hein On est plutôt Non, conquis, cher Thomas. ils ont fait un bon recrutement cet été, avec surtout Covington qui va leur apporter un ailier défenseur, shooter. Derrick Jones Jr., pas inintéressant, profil défensif sur un peu tous les postes. Hunter, on connaît, il va mettre toujours ses petits paniers sur 10-15 minutes. Voilà, après, ouais, 7e, c'est peut-être un peu dur, parce que c'est une équipe qui se connaît, ils se connaissent entre eux, ils savent où ils vont, ils ont toujours montré un bon collectif depuis des années, avec Nurkic qui va revenir au top, Lillard on connaît qui va faire Ouais, c'est ça, peut-être... c'est pour ça que je te trouve très sévère. Ouais, mais sur, parce que c'est serré l'Ouest, hein, il y a des belles équipes. Alors, c'est serré, mais c'est quand même une des équipes, on parle un peu des Pelicans avant, il y a les Suns aussi, on va parler tout à l'heure, où on fantasme un peu sur l'association Booker-Chris Paul, mais on ne sait pas ce que ça donne.
À Portland, on sait ce que ça donne. On dit qu'ils ont réussi l'une des meilleures intersaisons, mais ils n'avaient pas besoin d'aller chercher, des méga stars. Les méga stars, ils les ont, elles sont déjà en place. C'est Lillard, c'est McCollum. On aurait pu imaginer un transfert de CJ. Oui, après, on en parle pas mal. bref, mais en tout cas, on sait que ces deux stars-là sont installés et ils sont plutôt bien là-bas. Maintenant, tu rajoutes un Robert Covington, un Derrick Jones Jr. qui vont te permettre de faire le sale taf et de pouvoir voyager aussi. Enes Kanter, moi, il me casse un peu la tête dans son attitude. Ouais, mais c'est un super backup. Mais c'est un super backup qui met des paniers. Et on se souvient de ce passage à Portland, quand Nurkic est blessé, il taffe de ouf en playoff. Nurkic va revenir à 100%, Tom l'a dit. Voilà, Gary Trent Jr. Sur la confirmation. Ils ont re-signé Carmelo Anthony. Moi, je prends le paplard, je prends l'expérience de ces... J'étais à Riggles, qui a montré de très belles choses sur des flashs à Sacramento. Je prends le papier, je vois des stars. Lillard sort de sa meilleure saison en carrière, il a à peine 30 ans. Anthony Simmons, ça manqué de belles choses. Il y a tout dans cette équipe. Il y a des mecs, il y a des vétérans qui ont montré des belles choses. Il y a des jeunes qui sont en train de monter, il y a des superstars installés. Il y a un coach qui est là depuis longtemps. Une équipe qui depuis quand même 3 ans, gagne des matchs en saison régulière, même si la saison dernière, la bulle les a un petit peu sauvés. Moi, je pense que cette équipe, elle mal tempo, et moi, je vois une surprise, mais dans l'autre sens que Thomas. L'année dernière, on l'a dit à très nombreuses reprises, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu des soldats, ils sont allés chercher Whiteside. Et en fait, ce que j'aime bien, moi, dans cette intersaison, c'est qu'ils ont lâché peu pour récupérer beaucoup sur des postes très importants. Les fameux soldats, on regarde le bilan en 35-39 avec une bulle au forceps où Damian Lillard était incroyable. Ils sont allés chercher ce qui leur manquait, donc des défenseurs sur les ailes, Covington, Derrick Jones Jr. absolument. Ils ont re-signé ceux qui ont fait du bon taf. Donc je pense notamment à Carmelo Anthony, qu'on a vu poste 3 dans le truc, mais qui va évidemment jouer 6e homme a priori sur le poste 4 derrière Zach Collins, qui a montré de belles choses aussi, et surtout de la solidité dans le 5 majeur pour les Blazers. Donc je vois une évolution avec des assets qui étaient très intéressants déjà de base. Donc ils ont rafistolé des trucs très importants et Damian Lillard est un candidat au MVP, et d'ailleurs le candidat d'Erwan au numéro 1 au MVP. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà, ils ont tout pour faire une saison, j'ai envie de te dire, très différente de l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils vont gagner en régularité toute l'année, tu vois, ils vont gagner des matchs et ils seront toujours dans la course. Et surtout, on va voir des équipes, même les Pelicans vont être attendus parce qu'il y a Zion, les Suns vont être attendus pour voir Chris Paul avec Booker, Doncic va être attendu avec les Mavs. Portland, ils ont ce truc en plus, ou du coup en moins pour le coup là, c'est que personne va les attendre, il n'y aura pas une pression médiatique énorme comme il y a sur d'autres. Et ça, quelque part, ils ont toujours su le mettre à leur avantage un petit peu, les Blazers. Il n'y aura jamais le feu. Même s'ils font un début de saison un petit peu moyen, qui sont à la lutte, l'année dernière, on a vu que la saison régulière a été compliquée. Il n'y a jamais le feu. Il n'y a jamais une rumeur de coach qui va sauter. Il n'y a jamais une superstar qui sort dans la presse pour dire des dingueries. Et ça, quelque part, cette stabilité, mais alors qui dure depuis quasiment 20 ans, voire plus, chez les Blazers, c'est aussi un énorme point positif avec une équipe qui se connaît, Thomas l'a dit, parfaitement. Toi, tu les mets où On regarde le 5 majeur en même temps. On l'a très peu cité Rodney Hood, mais Rodney Hood fait partie intégrante de ce projet-là. Tu les as placés où, toi Je les ai mis 4e. Tu les as mis 4e, donc très avantage du terrain pour Portland. Ouais, je les ai mis 4e, donc Clippers, Lakers pour moi en 1, Denver en 3, et je mets Portland, par exemple, j'ai un peu hésité avec Utah, mais je trouve que... Il est dans le wagon d'Utah, il y a quoi Mavs, même peut-être les Mavs sont un peu... Moi j'avais mis les Warriors en 6, les Mavs je les mets 7, mais je mets, moi je vois Portland, dans la bulle, on a vu, alors que Covington n'était pas encore là, notamment, j'ai vu une équipe solidaire qui a fini sur la jante, qui a explosé face aux futurs champions en titre, qu'on en fait exploser d'autres après. Mais cette équipe, il y a une âme, il y a déjà des certitudes collectives et il y a des certitudes de vestiaire. Et puis je te dis, quand tu as un leader comme Damian Lillard, où tout le monde est prêt à mourir pour lui, ça te fait gagner du temps dans la construction d'une équipe. Ils ont une belle équipe, moi aussi je les ai mis 6e. Donc dans ce wagon-là où c'est très difficile de cerner, je les vois parmi les équipes qui ont le plus de certitudes. Donc on verra Portland a priori, 7, encore une fois. J'ai mis 7e. Donc est-ce qu'après mon argumentaire, tu regrettes un peu de les avoir mis 7 Ça va, 7, c'est un peu dur. Ah voilà, ça me rassure. Donc tu les rehausses un peu Ouais, un petit peu. 5. Ouais. Ah ouais, tu les rehausses beaucoup quand même. Erwan, il a mis 4 carrément. Mais après, à voir. Après, je retrouve toujours un peu ce côté soft. Belle équipe à avoir joué. Talentueuse, McCollum, Lillard, des fondamentaux incroyables. Ça, on peut le reprocher en playoff, puisque la saison régulière, elle est soft de toute manière. Ouais, c'est sûr. Mais non, moi,
Après, c'est costaud aussi devant. Après, il y a juste peut-être Dallas où c'est un choix de cœur que j'ai mis devant, mais en Oui, vrai, ça te regarde. Hein. ouais, en vrai, je pense pas C'est que. ça ton problème, c'est que t'es un sentimental, mon gars. Nous, C'est on n'est vrai. pas là pour faire de sentiments. C'est vrai, c'est J'ai mis vrai. les Knicks en playoff, moi, à l'ouest, hein, à l'est. Hein, je vous le dis tout de suite. On enchaîne avec mon top 8. On va découvrir Monter ça ensemble. Elise, j'ai cru que j'ai mis Christy raconte. À monter à Ellis, absolument, à monter à Ellis. Donc moi j'ai mis Lakers, Clippers, Denver, Utah Jazz, j'ai mis les Rockets, on va revenir sur les Rockets ensuite. Les Portland Trail Blazers, 6e, on vient de le voir. J'ai mis Dallas, Golden State et Phoenix. On s'arrête sur Phoenix vite fait. Je les ai mis dans le play-in. Ils sont pour tout le monde dans le play-in, je crois, hein, Ouais. si je dis pas de bêtises. Restons un peu là-dessus. Il y a quelques semaines, on avait fait une vidéo sur Phoenix. On les voyait plutôt en play-off avec l'arrivée de Chris Paul, puisqu'on parlait d'intersaison réussie. Et ben, belle intersaison, bien chargée du côté de Monty Williams et du front office des Suns. Jalen Smith a été drafté, Chris Paul. Jake Crowder arrive pour la mid-level exception. Abdel Nader est arrivé avec Chris Paul et Twan Moore, ça c'est intéressant. Langston Galloway. Damian Jones, hein, qu'on a vu à Atlanta et surtout du côté des Warriors. Les départs, Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr., Aaron Baines, Ty Jerome, Jalen Leak, Cheikh Diallo et le français Elio Kobo. Erwan, une très belle intersaison qui fait clairement gagner du temps du côté des Phoenix Suns. Alors c'est dur pour Ricky Rubio, mais quelque part quand tu perds Ricky Rubio et que tu récupères Chris Paul, ben c'est un step-up certain. Avoir Chris Paul dans son équipe, ça t'assure quasiment d'être en playoff. Et moi c'est ce que je pense. Donc je les ai mis 8e. Pas mal. Alors 8e, moi comme je t'ai dit, j'ai fait sauter complètement les Rockets pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure. Donc tu gagnes cette place, moi Voilà, je suis 9e, tu c'est gagnes ça. une place grâce à ça. Donc ouais, je crois en cette équipe qui progresse. Depuis l'arrivée de Monty Williams, c'est ce qu'on attendait. On les a vus l'année dernière progresser sur la saison régulière. Ça sautait pas aux yeux. La bulle a été clairement exceptionnelle, même s'ils n'ont pas accroché les play-in. Ça a été une bulle exceptionnelle où ils sont restés invaincus avec des performances de très très haut niveau. On avait envie qu'ils surfent là-dessus. On les attendait déjà la saison prochaine en disant « Ouh, la bulle qui a réussi ». Il y a plein de promesses. Et à ces promesses-là, tu rajoutes Chris Paul. Moi, c'est une équipe que je vois dans le top 8. Top 8 pour toi aussi. Ouais, lui, je les avais mis 8e aussi. C'est énormément la bascule de toute façon, Chris Paul. En vrai, on est là à discuter, mais il est All-Star l'année dernière, il est second au NBA. Ah, mais il est carrément, fantastique. il va apporter un gros plus. En plus, avec Jake Crowder, moi j'aime bien ce. C'est une belle addition. Hein. Ouais, c'est une belle addition. Il a montré dans la bulle que voilà, c'est un garçon sérieux, bon défenseur, bon shooter. On peut compter sur lui pour mettre entre 10 et 15 points par match. Et voilà, moi je vais surtout attendre Ayton. J'attends enfin qu'il explose parce qu'il a quand même il a du talent, il sait un peu tout faire, un peu soft pour l'instant. Alors on va Un peu voir. trop soft. Ouais. Ouais, il est jeune, mais bon, voilà, Booker aussi, ben. Qu'est-ce qu'on pense par ici du duo Booker-Chris Paul? Ouais, ça peut être. On les a vus déjà à l'entraînement ensemble. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça se passe plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un... Ça va lui enlever un peu de Bah oui, poids on sur peut se les le dire, épaules. Erwan. Je sais pas ce Non, que... non, mais Oui. moi, personnellement, je suis très, très excité Ah bah à l'idée oui. de voir Chris Paul Ah bah ouais, là, Booker. dans l'intersaison, c'est avec Westbrook, Bradley Beal, c'est l'autre backcourt que j'ai envie de découvrir de toute manière. Ça me paraît évident. Et j'ai envie de voir leur entente. J'ai envie de voir surtout comment Chris Paul peut amener sur orbite en fait David Booker. Parce qu'avec un meneur de ce niveau-là, aussi clutch, deux joueurs d'ailleurs très très clutch, avec des qualités très complémentaires. Et puis surtout, ce qui est important avec Chris Paul, et on le dit tout le temps, c'est son état d'esprit, son mindset défensif, de fin de match, de leader, avec un bon coach comme Monty Williams. On l'a déjà dit il y a quelques temps, mais moi je pense que Devin Booker a énormément à gagner, DeAndre Ayton a énormément aussi à gagner avec l'arrivée de Chris Paul. Et c'est pour ça qu'on les met haut, ça y est, c'est l'année où ils doivent être en play-off. Nous, on les fait viser les playoffs, 8e, 9e, mais faut pas qu'il y ait des pépins de blessures, tu vois, toutes ces conneries-là. Il faut qu'ils fassent une année consistante et Ouais, régulière. ça va enlever surtout un peu de pression à Booker. Moi, je pense le fait qu'il y ait Chris Paul, parce que là, depuis des années, on en demandait beaucoup à Booker. Là, ça va partager un peu les rôles. Voilà, donc je pense que c'est bien pour lui aussi. Il va peut-être faire une saison, même pas MVP, mais. De niveau All-Star, de niveau All-Star. Ouais, une saison sérieuse. Et on peut imaginer que ces Suns-là démarrent très fort. Et tu sais, soit parmi les surprises de début de saison, là, il y a des équipes qui sont dans le top 4, après, ils mollissent un peu, mais... C'est possible. Moi, je me mets à la place de Booker et de DeAndre Ayton. Je vois débouler un mec comme Chris Paul. J'imagine l'excitation qu'ils doivent avoir pendant le training camp. Et ça peut être une des équipes qui commence très fort. Après, ils risquent d'être attrapés sur la durée par leur jeunesse et un banc qui est pas non plus mirobolant, même s'ils ont un peu du monde à envoyer.
Mais en tout cas, Ils ont des blasts quand même. Hein. Ouais, ils ont des blasts, mais je te dis, ils sont très jeunes malgré tout, au-delà de Chris Paul. Mais c'est vrai que les mecs comme Crowder, ça et tout, ils ont mis des choses intéressantes. C'est l'équipe que moi je vois 8e, et en plus, non seulement je vais aller un peu plus loin, très chiante à prendre au premier tour. Il y a Cameron Payne et Carter qui ont été bons pendant la bulle. Et Eton Moore, c'est tout à fait ce genre de petits ajustements, tu vois, qui peuvent être importants. Et évidemment, Eton Moore ne va pas changer la face de l'équipe, mais c'est le genre de mec qui a été titulaire aux Pelicans, qui a quelques expériences en playoff. Quand tu viens derrière pour être backer de Devin Booker, tu connais ce type de rôle. C'est des gars qui peuvent être importants. Tu parlais de noms sur le banc. Ils ont quand même pas mal de mecs qui ont de l'expérience. Tu vois, Moore, Saric, Crowder, c'est des gars qui ont de l'expérience. Ils peuvent être importants, tu vois. C'est vrai que là, en regardant le roster, que j'avais pas tout clairement en tête, je me dis quand même que le banc, quand tu as ce banc-là, eh ben, tu gardes une certaine stabilité. Voilà. Antoine Moore, Jay Crowder, alors c'est pas des All-Stars, mais par contre, tu es sûr que ça assure les minima. Ça passe jamais au travers. Alors ça mettra pas 35 points, mais c'est pas ce qu'on va leur demander. Saric aussi, c'est là. Moore, Crowder, Saric, c'est quand même valeur sûre. Et on a même vu Cameron Payne, tu le disais dans la bulle, remettre le nez à la fenêtre. Langston Galloway et Carter aussi. Voilà. Non, mais honnêtement, je suis très curieux de redécouvrir ces Suns. Très intéressant de voir ces Phoenix Suns. Est-ce qu'on peut repartir, s'il te plaît, sur mon top 8, cher Tom? On va continuer là-dessus avant d'aller sur la théorie d'Erwan sur les Rockets. J'ai mis malheureusement les Memphis Grizzlies 10e. Bon, écoute, hein, je crois qu'on est tous d'accord sur. C'est un crève. On est tous d'accord, c'est un play-in. Ils nous ont tellement régalé l'année dernière, et, avec notamment Ja Morant, que ça fait un peu mal au cœur. Tu les mets 10, moi je les mets 9. Mais bon, c'est parce que la théorie Rockets, donc chaque fois je gagne une place. Mais c'est une équipe qui a assez peu bougé cet été, qui va continuer à bosser dans la continuité. C'est une équipe qui va y arriver autour de Ja Morant, j'en suis persuadé. Maintenant, par exemple, quand les Suns font venir un Chris Paul, ben, tac, quelque part, ils passent devant, théoriquement. Théoriquement, ils se renforcent beaucoup plus. Et sur l'année 1 d'après, ben, je les trouve plus. En tout cas, j'ai envie de les mettre devant. Encore faut-il que ça se passe comme ça. Hein, parce que on mais a après, vu des mecs, là, on est que sur des théories. La saison n'a pas commencé. Absolument. Il y a une équipe qu'on n'a pas vue, et visiblement, on ne le met pas dans le play-in pour la plupart. C'est les Minnesota Timberwolves. Pourtant, c'est une équipe jeune, excitante. Tu les as mis combien? 10e. Ah, moi aussi. Toi aussi 10e. Super, ça tombe bien. Voilà l'intersaison des Minnesota Timberwolves avec. Tu en as parlé du côté de Phoenix, l'arrivée de Ricky Rubio au retour au Bercail. On se posait la question, tu te poses la question, est-ce qu'il avait pris pour le retransférer derrière et machin, Clairement, il compte dessus. D'ailleurs, on le voit pendant le Media Day. On voit beaucoup Ricky Rubio être mis en avant par la franchise des Wolves. Anthony Edwards, numéro 1 de draft, est arrivé. Leandro Bolmaro, Jaden McDaniels, Ricky Rubio, Ed Davis, Rondale Hollis-Jefferson vient d'arriver. Bolmaro de Barcelone qui restera une année en Europe. Absolument. James Johnson, Omar Spellman et Jacob Evans sont partis. Qu'est-ce qu'on pense de cette intersaison? Enfin, D'Angelo Russell et Karl Towns vont pouvoir jouer ensemble avec un nouveau numéro 1 de draft. C'est intéressant. Moi, c'est une des équipes que j'attends le plus avec les Warriors. Je la trouve super excitante, l'équipe. Parce que, après, Russell, moi, j'aime beaucoup. C'est un de mes joueurs préférés. T'aimes bien ça, les nonchalants, un peu branleurs. Gaucher, talentueux, voilà, qui peut faire un peu tout. Et puis son association avec Kat, j'ai envie de voir aussi. On rajoute le numéro 1 draft. Il y a, comment il s'appelle, Bisley, c'est ça? Malik Bisley, Qui absolument. vient de prolonger, bon, même s'il a des soucis, apparemment. Il y a deux trucs. Il a des soucis extrasportifs et pas des moindres. Il est inculpé pour possession de marijuana, possession d'armes et détention de marijuana. Il paraît aussi il y a violence, hein. Il aurait pointé son flingue sur son fils, un truc complètement chelou. Il y a des trucs très bizarres. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il a été pris la main dans le 5, entre guillemets, sur Insta, à tripoter la main de sa side chick, et donc sa meuf demande le divorce. Donc Mike Bisley a quand même été prolongé pour 60 millions de dollars. Il a été récompensé. Il a été récompensé. Qui jouera plutôt poste 2, évidemment, et Anthony Edwards sera plutôt à l'aile. Qu'est-ce qu'on espère de cette équipe? Parce que sur le papier, il y a du matos. Bisley et Hernan Gomez qui sont Moi, j'espère qu'ils nous surprennent, en fait. J'ai envie qu'Okoji sur le banc, Rubio, Culver, il y a du monde, Davis. Voilà, j'ai envie qu'ils mettent le feu, que ça court. Towns, pareil, pour moi, c'est un gars qui devrait être dans les discussions MVP d'ici 1 ou 2 ans. Voilà, cette association, j'ai envie de la voir. Et puis Edwards, après, ça reste un point d'interrogation. Ça reste un numéro 1 de draft aussi, tu vois. Ouais, mais bon, il apportera. Ouais, il y a eu plus d'un flop en numéro 1, mais bon, apparemment, ça a l'air d'être un joueur solide. Donc, équipe à suivre, qui peut créer la surprise, je pense. C'est une équipe où il y a 2 All-Stars, mine de rien.
Et quand tu veux choper un spot en playoff, si on prend toutes les équipes qui espèrent avoir un spot en playoff, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir 2 All-Stars et tu rajoutes à ça un numéro 1 de draft. Honnêtement, je les ai mis que 10e parce que j'ai l'impression que le fruit est un peu pourri là-bas. Ah ouais, Il y a une culture de la loose. J'aime bien parler souvent de culture de la gagne chez certains. J'ai l'impression que chez Minnesota, il y a un peu une culture de la loose. Maintenant, avec D'Angelo Russell, revanchard, parce que son passage aux Warriors, quand même, je ne suis pas sûr que ça les fait kiffer de fou. Karl Anthony Towns, qui a que 25 ans, mais qu'on attend. Tom disait, je l'attends dans 2-3 ans dans des discussions playoff. Ben moi, je l'attends clairement l'année prochaine avec une saison de solide All-Star à minima. Voilà, c'est une équipe, oui, qui peut. C'est une équipe qui peut, mais qui va devoir m'approuver parce qu'il y a tout l'environnement des Wolves depuis la fois où ils ont fait les playoffs avec Thibodeau. Ben, c'est quand même très, très, très négatif la spirale là-bas. Et on sait que dans le sport, Tom, tu ne vas pas me dire le contraire, que quand ça fait 3-4 ans que tu as des résultats négatifs, c'est très dur, même si tu as des noms, d'inverser cette tendance. Et je crois que Minnesota, un peu à l'image d'autres franchises, est dans une spirale négative. Ouais, du 109 avec le Russell qu'on n'a pas vraiment vu, on n'a pas eu le temps de le voir. Ils n'ont pas été associés. Il faut réapprendre, Il y à a gagner. Edwards qui a l'air d'avoir les crocs, grande bouche, tout ça, qui va apporter un peu de... Non, moi... Mais il faut réapprendre à gagner, la culture de la gagne. c'est sûr, ils l'ont pas depuis très Ils longtemps. ont montré des bonnes choses l'année dernière, donc moi je me dis, sur la continuité, ça peut le faire. Après, Qu'est-ce que t'en ils ont penses, un bon Tom coach. Ils ont un bon coach avec le fils Sanders. Moi, j'ai pas mal de questions. C'est-à-dire qu'ils ont certes deux All-Stars, mais deux All-Stars avec la fameuse pente. Et ça, c'est jamais un bon signe. C'est-à-dire que si tes deux meilleurs joueurs ne font que shooter, attaquer ne se mettent pas le cul par terre en défense, c'est pas le bon message. Ils ont des mecs sur les ailes, hein, les Okoji, pourquoi pas Anthony Edwards, s'il a envie de s'y mettre. En tout cas, ça peut être une bonne manière de rentrer dans une rotation et d'avoir de l'impact sur un match s'il s'y met défensivement. Ils ont du talent en attaque, c'est indéniable. Ils ont une certaine forme de continuité, j'ai envie de te dire, avec des mecs qu'ils ont mis en place l'année dernière. Bon, pourquoi pas. Maintenant, c'est pour ça que moi, je les ai mis même pas en play-off, c'est qu'à un moment donné, ils ont trop peu de certitude. Et je voulais vous amener sur Ricky Rubio. En fait, le mec le plus intelligent là, dans tout ça, c'est Ricky Rubio, avec une véritable stabilité émotionnelle. Voilà, aujourd'hui, c'est un papa, il a 30 ans. J'ai envie de le voir d'ailleurs dans son Ricky Rubio, il a 30 ans, 22 ans de carrière. Voilà. D'ailleurs, les joueurs de Minnesota posent plein de questions à Ricky Rubio en disant alors, comment ça se passe? Parce qu'il a 15 ans de carrière professionnelle, le mec, 16 ans même. Il a commencé très tôt, il a 14 ans, il était Donc, déjà il y a 16 ans. à Badalogne. Tout à fait. Donc, j'ai pas mal de questions. 16 ans ou 14 Est-ce que 14. Est-ce que T'avais dit 13 Non, 14. Ah, 14. Est-ce qu'on peut imaginer Ricky Rubio être inséré dans le 5 et pourquoi pas D'Angelo Russell jouer sur un poste 2? Ça pourrait exister? pourquoi pas? Rubio qui a été titulaire toute sa carrière. Hein. Pourquoi pas? Après, faire sortir Rubio du banc, c'est un peu bizarre, je trouve. Je sais pas, il amène pas cette énergie. C'est un joueur, comme il a dit, très intelligent, gros QI basket. Après, comme il y a un énorme point d'interrogation sur Bisley, Mais tu ferais quoi, toi? C'était coach, t'es Pas mal, hein? Sanders, Ouais. coach Sanders, tu fais quoi? Tu mets Ricky Rubio dans le 5 avec Russell en 2 ou parce que D'Angelo Russell, quoi qu'il arrive, est dans le 5 hein, Après, les deux aiment bien dribbler, un peu avoir la balle. clairement. Donc, c'est là où ça va poser un souci. Mais oui, avec Russell qui peut jeter à 3 points, quand même, il a un bon bras en 2. Pour le faire souffler sur des séquences, on peut démarrer comme ça. Après, regarde, Rubio a Rubio joué aime bien avoir la avec balle, mais Donovan dans- Mitchell, dans a joué avec l'organisme. Devin Booker. Et eux ont fait de très bonnes saisons à côté de Ricky Rubio. Donc, est-ce que D'Angelo Russell n'aurait pas tout intérêt à devenir un 2 scoreur plutôt qu'un meneur qui joue que du pick and roll? Je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai que le tir à 3 points de D'Angelo Russell, c'est pas des sorties d'écran à la Devin Booker ou à la Donovan Mitchell. Il a fait un peu aux Warriors. Il a fait un peu, mais on sait que c'est plutôt un mec qui peut shooter de loin, gaucher, avec pied un peu dans Et un maestro du pick and roll. dans le ciment. Ouais. Mais c'est vrai que être un peu comme dans les fenêtres, après sur des décalages, créer derrière pour lui aussi. Et là où tu as raison complètement, Tom, c'est vrai que tous les mecs qui ont joué à côté de Ricky Rubio, les superstars, se sont plutôt éclatés. Devin Booker, notamment la saison dernière. Donc ça peut être un exemple. Quand on voit Malik Beasley, qui est Il a dans 20 points par match l'année dernière. Ouais. Sur Mais- un petit échantillon, mais à Minnesota. qui est un peu struggle et peut-être le faire sortir du banc pour avoir, pour le coup, un second unit qui est beaucoup plus défensif que le premier. Donc ça peut laisser en tout cas, ça peut laisser beaucoup d'options pour le staff, pour le coaching staff des Timberwolves. Ça va être intéressant en tout cas de voir, mais bon, on a- l'autre chose, si on part- Anthony Towns, il est content que D'Angelo Russell soit arrivé. Il n'est pas impossible que c'est le genre de mec qui demande son transfert si ça marche Oui. pas. Hein. Tu vois, c'est ce genre de mec. Pour Hein. moi, c'est feuille blanche, on part de zéro, donc par rapport à d'autres équipes, il y a beaucoup moins de certitude. Et parce Par que- rapport aux Suns, par exemple, qui sortent d'une bulle où ils sont invaincus. Tu vois, rien que Ouais, ça ouais, déjà. c'est pour ça qu'il d'ailleurs on les met Voilà. derrière. Petite question, Erwan, si on peut revoir son top 8. Pourquoi les Rockets ne sont pas même dans
dans les 10 et 11 premières places de Alors, Spurs. je vois déjà arriver, et à juste titre, hein, les fans des Rockets et notamment de James Harden de dire « Mais comment ça, c'est scandale !» Je prends l'option. Je me dis que James Harden qui demande son transfert, c'est mal parti pour les Rockets. Je pense que l'histoire entre... Pourquoi pas. Je pense que l'histoire entre les Rockets et Harden va mal se terminer et que quelque part, ça va plomber la saison entière des Rockets qui ont pris un coach qui n'a pas un énorme charisme. Donc, du coup, tu vas te retrouver, je ne sais pas ce qu'ils récupéreraient en échange de James Harden. Ce qui est sûr, c'est que déjà, ils vont perdre du temps dans la construction de leur équipe. John Wall est là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. On connaît les qualités de John Wall, mais après 2 ans sans jouer, à quoi ça va ressembler? DeMarcus Cousins, on connaît ses qualités, il n'a pas joué depuis très longtemps, il revient aussi de blessure, c'est un contrat non garanti, à quoi ça va ressembler? PJ Tucker, on adore évidemment, mais quand il manque Harden et Westbrook, à quoi va ressembler PJ Tucker? Voilà, il y a beaucoup de certitudes, et j'imagine très bien les Rockets envoyer Harden là où il veut être et récupérer ce qu'ils peuvent en échange, notamment des tours de draft et pourquoi pas, et se dire on repart déjà dans une construction. Alors j'anticipe peut-être de 2-3 semaines, voire un mois, ce qui va se passer chez les Rockets, mais je vois les Rockets exploser avec le départ de Westbrook associé au départ d'Harden. Vous me dites ce que vous pensez de la théorie d'Arwan. En vrai, dans le cas où James Harden part, c'est pas une théorie fumante, quoi. Ça se tient, tu vois. Je sais pas, je vous pose la question, si James Harden part, on essaie de reconstruire un truc pour accrocher une place en playoff? Ça dépend qui t'as. Si t'as Ben Simmons, mon pote, tu joues les playoffs. Hein, donc, ça dépend qui récupère en retour. C'est pour ça que moi, je les ai pas mis parce qu'en fait, je peux pas trop les juger. Ben Simmons, ils veulent pas le lâcher Philadelphie. Moi, je suis d'accord avec cette théorie-là. Ça dépend de ce que tu reçois. C'est pour ça, tu vois. Mais Ben Simmons, ça a complètement du sens. Et là, pour le coup, Ben Simmons, effectivement, tu les mets en playoff. Mais moi, attends, c'est la communication. Est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils savent que les Houston n'acceptera pas juste Ben Simmons? Dans ce cas-là, ils le protègent parce que tu peux pas dire ouais, nous on est ouvert à un trade. Dans ce cas-là, le mec en plein training camp. Ouais, voilà. Donc ça aussi, c'est la communication. Je sais pas si un échange Harden-Simmons. Je pense que les Sixers accepteraient, je pense. Enfin, on verra. Ça dépendra et Houston, moi, aurait même intérêt à l'accepter, Houston, de récupérer Ben Simmons. Hein. C'est ce qu'ils veulent. Après, ça te fait John Wall, Ben Simmons. Là, oui, mais bon, ça marche un peu dessus. Il y a un bouchon. Mais après, les Rockets, oui, si James Harden reste playoffable, pourquoi pas, même sûrement. Alors voilà, du coup, là, tu les as mis combien? Non, moi je les ai pas mis, je sais donc, pas. Tu as la même théorie que je sais pas on sait même pas où il va arriver, ce que va faire Harden. S'il part, il y a quoi en contrepartie, on sait pas non plus. Donc pour l'instant, c'est totalement le flou pour. Après, s'il reste, dans la théorie, il reste. Voilà. Bien sûr qu'ils seront en play-off. Donc vous deux, vous avez décidé de faire un top 8 sur quelque chose qui n'existe pas. Moi, dans mon top 8, du coup, même dans mon top 6, j'ai mis les Rockets. Parce que j'imagine que James Harden reste, parce qu'aujourd'hui, il reste. J'imagine qu'il retourne à l'entraînement et que ça se passe bien avec Stephen Silas. Enfin, j'imagine que ça rentre à peu près dans l'ordre, voilà, sans dire qu'ils partent en vacances ensemble. J'ai juste que, voilà, et dans ce cas-là, je vois les Rockets être, malgré ce qu'il y a autour, dans le top 6. J'ai une question pour toi. Le talent de James Harden et de dire que James Harden, dans n'importe quelle équipe au monde, t'emmène en playoff, même à l'Ouest, c'est pas un débat. Oui. Par contre, James Harden qui dit je veux pas jouer pour coach Silas, James Harden qui arrive en retard à l'entraînement, James Harden qui est capable dans l'attitude, on l'imagine, de pourrir le truc, quoi. De pourrir fondamentalement le truc. On sait qu'il est capable de ça. Tu crois quand même que ces Rockets-là peuvent être en playoff? Non, mais je pense. Parce qu'au-delà, le problème, il est même pas basket. Là, le problème, il est autre. Oui, mais toi, tu pars du principe qu'il va partir. Ouais, moi, je pars du principe que ça va bien se passer. Ma question, c'est s'il reste. Mais qu'il joue au basket, de toute façon, le gars. S'il reste, il n'a pas le choix, non? Il va le faire. Il va pas perdre une année à bouder. Il va jouer. Les gars autour, ils vont pas lui dire. Finalement, si tu reviens au training camp, il y a des gars à respecter. John Wall, il va lui dire en gros, c'est bon, maintenant, t'es là, tu joues. Lui aussi va vouloir faire ses cartons. Après, c'est vrai que l'état d'esprit sera peut-être pas fantastique. Bon, après, déjà, de base, il n'a pas un état d'esprit de ouf. J'entends, mais souvenez-vous le début de cette vidéo, quand on se dit, oh, ça a été compliqué de faire les 10 à l'Ouest, il y a une énorme concurrence, il y a des équipes revanchardes, des équipes déjà en place. Moi, je te dis que Houston, déjà, là, c'est le premier match de pré-saison, n'a même pas commencé. Ils sont déjà à la bourre dans leur construction. Il y a un nouveau coach, il y a John Wall, il y a des Marcus Cousins qui arrivent, il y a des choses à mettre en place. T'as raison. Et pour l'instant, ta superstar, elle est là, mais sans être là, et elle veut se barrer. Donc, c'est compliqué de construire quelque chose. C'est sûr. Voilà. Ça se tient, Écoutez, on a quelques jours pour voir ce qui va se passer. Mais s'ils se barrent, c'est sûr qu'ils n'iront pas en play-off. Hein. Et ni dans le play-in. On aura le temps d'en discuter s'il y a un transfert. Il y a une équipe qu'on a très peu citée aujourd'hui pour finir cette petite vidéo, ce sont les San Antonio Spurs. Voilà. San Antonio que moi j'ai mis loin. Fin de cycle. Toi, tu les as mis un peu plus haut que nous, mais 11e, moi. On n'est pas emballé par les Spurs, malheureusement en fait.
J'ai mis un 11e parce qu'ils sont toujours surprenants. Popovic, il sort toujours 2-3 gars qu'on ne connaît pas trop, des jeunes, il arrive à les rendre meilleurs. J'ai envie d'y croire avec leur collectif, le coach, mais c'est vrai qu'on arrive un peu à la fin d'un cycle. Même avec DeRozan et Aldridge, ils n'ont pas l'air super heureux. Bon, déjà, c'est pas des gars de base super joyeux. Mais alors là, je sais pas, c'est fin d'un cycle. Je sens que cette année, 11e même, ça serait bien pour eux. Je rappelle qu'ils sont pas là l'année dernière en playoff. Ouais, alors la bulle, il faut une bulle, 25. il faut une bulle plutôt correcte. Maintenant, oui, la théorie Spurs, il y a toujours des jeunes qui sortent. Ça marchait avec un énorme Big Three, et avec des superstars en place qui étaient Ginobili, Parker et évidemment Tim Duncan. Aujourd'hui, ils n'ont pas de superstars. On peut me dire ce qu'on veut sur Aldridge. Aldridge, c'est plus le joueur qu'il a été et il sera plus jamais ce joueur. DeRozan, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses limites. Et je suis pas sûr que ça soit quelqu'un c'est plutôt dans l'attitude quelqu'un de très bien, mais c'est pas un énorme leader. On a bien vu après avec son départ de Toronto que le vrai leader à l'époque de Toronto avec son duo avec Kyle Lowry, c'était Kyle Lowry. Et puis Popovic vieillit. Et le Spurs basketball, je suis désolé, l'année dernière quand je le regarde, je ne retrouve pas la défense des Spurs. L'année dernière, je la retrouve pas. Alors en attaque, ils mènent des pannes. Alors en attaque, l'année dernière, c'est 10e attaque à peu près. Mais quand tu défends pas, forcément, tu vas bien attaquer. Je trouve que les Dejounte Murray, Wright, tout ça, qui sont censés amener la relève, c'est des bons petits joueurs de complément, mais c'est trop court vêtu pour prendre la totale relève des Spurs. Et les Spurs, je le dis depuis 2 ans, ils ont le cul entre 2 chaises et c'est compliqué. Ils ne sont pas dans une totale reconstruction. Ils ne sont pas non plus dans une équipe qui peut prétendre être outsider. C'est très compliqué. J'ai peur que tant que Popovic sera là, ça sera un peu comme ça. Et dernier truc, Aldridge et DeRozan sont dans une année de contrat. Au vu de leur âge, s'ils espèrent signer un dernier gros contrat quelque part, c'est aussi en faisant une très bonne saison. Donc tu peux aussi parier sur l'inverse, je fais l'avocat du diable. Hein. Tu peux imaginer que DeRozan fasse une énorme saison, parce que la contractière, on la connaît tous. En général, les mecs se sortent les doigts du cul, et même en imaginant un transfert et tout ça. Donc c'est une année qui est un peu bizarre, et tu as raison de le respecter. Il y a des mecs qu'on a envie de suivre. Hein. Lonnie Walker, on a vu l'évolution. Ils ont pris des rookies ils ont drafté des mecs plutôt pas mal. Mais il faut des darons. Aldridge n'est pas un daron, et puis on voit que il est toujours aussi adroit, mais bon, je trouve qu'il pèse plus sur les matchs. DeRozan, c'est un petit peu en dents de scie dans la conférence Ouest. Il était très bon l'année dernière. Oui, il est très bon, mais avec un bilan collectif, il est très bon sur ses stats. Il fait des stats propres, il n'est pas All-Star. J'avais trouvé ça sévère d'ailleurs, mais est-ce que c'est lui qui va pouvoir... Est-ce qu'il est assez fort pour emmener cette équipe, ne serait-ce qu'en play-in? Je ne pense pas. Vous nous dites dans les commentaires quel est votre top 8 et vos 2 équipes de play-in. Ça va être très intéressant à suivre. Il y a un truc qui est réel, c'est qu'entre la 5e et la 10e place, c'est très très serré. Ça l'était l'année dernière. Je regardais tout à l'heure dans la conférence Ouest. Denver avait 46 victoires et le 7e avait 43. Et ensuite, il y avait un petit gap avec Portland. Mais c'était pour dire que voilà, c'est très compliqué. Je pense que ceux qui auront le top 8 aujourd'hui, je vous serai récompensé par un cadeau divin, je pense, puisque c'est impossible, il faut avoir une boule de cristal pour tout savoir. On se retrouve dans quelques jours pour parler de la conférence Est et on fera la même vidéo, c'est-à-dire focus sur quelques équipes et surtout nos top 8 à chacun. Merci à tous, ciao.